propose de passer à la première table ronde prévue ce matin, qui s'intitule « Comment articuler la question juridique et de l'accès au droit au séjour et l'accompagnement social des personnes hébergées ». Comme l'a montré Cyril, cette question de l'articulation, voilà, cette question de la compétence juridique spécifique sur le droit au séjour dont on a moins besoin en fait pour l'accompagnement vers d'autres droits sociaux pour les personnes, est vraiment centrale sur comment on s'organise dans les structures, comment on s'organise avec les juristes, avec les avocats, avec les bénévoles des associations spécialisées pour accompagner au mieux les personnes. Et donc, je vais inviter, alors, j'allais dire à me rejoindre, mais nous ne sommes pas en présentiel, donc je ne veux pas inviter à me rejoindre, mais inviter à ouvrir leur micro, leur caméra et à se présenter nos trois intervenants pour cette première table ronde. Donc, Hélène Carré, qui est responsable juridique pour l'accès aux droits des étrangers au pôle juridique du SAMU social de Paris et qui abordera notamment les missions de ce pôle-là auprès des publics hébergés et des accompagnants sociaux. Hugo Déez, donc, qui est éducateur spécialisé au centre d'hébergement d'urgence Moussaïa, géré par l'association Fondation L'Armée du Salut. Et enfin, maître Nicolas de Sapadix, qui est donc avocat au barreau de Paris et donc qui intervient également en droit des étrangers, donc qui intervient dans le cadre de ses fonctions d'avocat sur les questions liées aux droits des étrangers. Alors, bonjour et merci à vous trois d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Je vais vous proposer déjà peut-être en question initiale, et on va prendre l'ordre alphabétique de présentation des intervenants. Donc, Hélène Carré, Hugo Déez, puis Maître Nicolas de Sapadix, de réagir très rapidement sur l'élément qui vous a le plus marqué dans la restitution de cette étude faite par Cyril, ou dans le sujet choisi, ou dans le fait de choisir cette étude. Et donc, voilà. S'il y a un élément, s'il fallait en retenir qu'un, quel est l'élément qui vous a le plus marqué en regard aussi de votre expérience professionnelle et de vos missions? Vous, Hélène, je vous laisse débuter. Bonjour, merci. Vous m'entendez bien? C'est bon? Ouais. Alors du coup, l'élément merci d'abord Cyril, c'était très, très intéressant. Alors après, un élément, c'est difficile, mais du coup, moi, je voulais rebondir du coup sur quand vous parliez de l'impossibilité de négocier avec les préfectures. C'est vrai que de ma propre expérience, et c'est ça que je trouve très dommage, c'est que on rencontre plein de situations sur des personnes qui ont eu un droit au séjour pendant très très longtemps, qui ont eu une situation d'errance, qui ont perdu leur droit au séjour et qui aujourd'hui sont vieillissantes, voire vraiment âgées. Et que nous, on a essayé de voilà, faire passer ces dossiers sur des motifs exceptionnels, et que c'est vrai que la préfecture, en fait, en tout cas à Paris, a une vision très restrictive des motifs exceptionnels, et que du coup, on a l'impression qu'en fait, il n'y a quasiment aucune situation qui rentre dedans, sauf la personne, je crois, qui avait eu le meilleur, je sais plus, meilleur ouvrier de France, qui avait été régularisé là-dessus. Je passe pas sur les parents d'enfants scolarisés, tout ça, vraiment pour les gens qui rentrent dans aucune situation qui serait même prévue dans la circulaire. Et je trouve ça dommage. Et du coup, il y a plein de personnes où je me dis qu'en fait, jusqu'à la fin de leur vie, elles n'arriveront pas à régulariser leur situation. Elles seront dans des centres d'hébergement, et puis ce sera la fin de leur vie en France, même pour des gens qui sont en France depuis plus de 50 ans. Voilà, c'est ça qui m'a assez interpellée. Merci beaucoup. Effectivement, un sujet et qui ressort, là vous parlez de Paris, mais c'est un sujet dont on parle dans beaucoup de départements. On a notamment aussi travaillé sur le vieillissement des personnes. Et c'est vrai que cette question-là ressort fréquemment, et vous verrez du coup dans le plaidoyer qui sera présenté tout à l'heure, on cherche aussi à essayer d'y répondre par des propositions. Après, on n'a pas le pouvoir décisionnel sur la manière dont ces propositions sont reçues. Du coup, merci beaucoup Hélène. Donc, Hugo, peut-être l'élément là-dessus qui vous fait réagir. Oui, bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Et puis merci à Cyril pour cette étude, et puis merci à la FAS, parce qu'on en a besoin de gens qui militent un petit peu pour le droit des personnes qui sont un petit peu oubliées des fois. En tout cas, c'est une étude qui, moi, m'a paru, en tout cas, je me suis beaucoup représenté dans ce que vous avez dit, dans ce que vous avez étudié, et merci pour la fidélité, en tout cas, de la retranscription des témoignages des travailleurs sociaux et des équipes sociales.
le petit point en tout cas que je voudrais peut-être un petit peu promulguer ou voilà, des choses comme ça, c'est, tu l'as dit Cyril, c'est la perte de sens en fait. Voilà, moi je trouve ça intéressant aussi de travailler là-dessus parce que on est un petit peu aussi en quête de sens, voilà, dans les équipes éducatives, notamment à des personnes qui n'ouvrent le droit à rien en fait. Voilà, c'est la difficulté aussi que j'ai beaucoup dans mon métier. C'est moi, je vois beaucoup l'accompagnement social comme un petit peu ouvrir les portes avec la personne et puis emprunter des chemins quand elle le souhaite, en tout cas. Et là, en fait, dans la problématique des personnes qui sont sans papier, bah, du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de portes qui s'ouvrent et c'est que des portes qui se ferment, en fait. Voilà. Donc, merci en tout cas pour d'avoir témoigné de tout ça, quoi. Bah, merci à vous pour avoir participé et pour ce message aussi. Voilà, qui est, je pense, qui reflète beaucoup de ressentis de la part de beaucoup de travailleurs sociaux du secteur. Et puis, bah, pour finir ce tour de table initial, je vais laisser du coup la parole à Maître Nicolas de Sapalix, donc avocat au barreau de Paris. Alors, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation, pour cette étude, en tout cas, qui me permet d'apprendre beaucoup de choses sur notamment la réalité, le quotidien du travail social. Et bravo à la restitution, Cyril, parce que c'est vrai que vu la quantité de données, d'informations, ce n'était pas quelque chose d'évident de pouvoir le restituer en 45 minutes. Moi, ce qui m'inscrit ce que je retiens le plus de cette étude, c'est le besoin de complémentarité. Parce que finalement, on est toujours sur ce même trio de personnes qui doivent solliciter un titre de séjour, travailleur social, accompagnant juridique. Et on a, pour moi, vraiment un besoin de développer justement une sorte de synergie, de travailler ensemble, parce que les difficultés avec les préfectures se diversifient selon les préfectures. Chaque préfecture a ses pratiques et notamment, moi je trouve que pour améliorer l'accompagnement, les demandes de titre de séjour, il y a un besoin justement des gens qui sont sur le terrain, qui ont connaissance des préfectures, des évolutions des pratiques pour justement pouvoir le faire remonter sur les accompagnants juridiques pour essayer justement de trouver des solutions, répondre des solutions juridictionnelles. Et c'est là où je trouve que voilà, vraiment cette étude est très intéressante, c'est qu'elle met le point sur ce qui, pour moi, enfin, je pense aussi pour beaucoup de monde ici, est essentiel, c'est la complémentarité entre les différents acteurs et les différents accompagnants. Merci beaucoup. Alors, merci à vous trois parce qu'on voit que de par vos positionnements professionnels différents, il y a trois regards sur cette étude et qui permettent, je pense, de bien résumer ce qu'a voulu montrer Cyril. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet de l'articulation, ce que Nicolas de Sapalix vient de rappeler. Et donc, je vais commencer peut-être par quelques questions pour bien comprendre vos rôles respectifs, la diversité des modes d'appui juridique possibles. Et puis, je vais débuter du coup par Hélène Carré. On va reprendre en fait dans le même ordre pour ce premier tour. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le cadre de votre intervention? Je sais que notamment, il y a la mission JAD que vous nous présenterez peut-être, mais pas que. Quels besoins avez-vous pu voir apparaître en tant que responsable juridique pour l'accès aux droits des étrangers au SAMU social de Paris? Qu'est-ce que vous apportez, vous, auprès des équipes sociales? Qu'est-ce qu'apporte l'expertise juridique à votre sens? Voilà un peu vos missions et vos apports. Et donc, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Je vais vous laisser la parole tout de suite. Merci. Oui, je fais partie de la mission JAD, qui veut dire juriste pour l'accès aux droits des étrangers. C'est une mission du coup qui a été créée à la fin de l'année 2017 à la suite de demandes des travailleurs sociaux du SAMU social de Paris qui étaient de plus en plus confrontés aux droits des étrangers et qui se sentaient un peu perdus et surtout qui passaient beaucoup de temps dessus au détriment des autres parties de leur accompagnement. Donc l'équipe a beaucoup évolué depuis 3 ans et là actuellement en fait on est divisé en deux. On a une partie de l'équipe qui intervient auprès des travailleurs sociaux, donc du SAMU social de Paris, dans différentes structures d'hébergement. Donc on a des CHU pour personnes isolées, CHU famille, et aussi des structures médicalisées telles que les LAM et l'HSS, et aussi auprès d'équipes mobiles, notamment l'équipe mobile de lutte contre la tuberculose. Et la deuxième partie de l'équipe, donc depuis le début de l'année 2021, intervient directement auprès des personnes hébergées à l'hôtel à Paris.
Donc, du coup, c'est un fonctionnement un peu différent. Après, le fond est le même parce que ça reste le droit des étrangers. Mais du coup, on n'intervient pas au soutien auprès des travailleurs sociaux. Alors, du coup, nous, donc, on intervient environ pour une trentaine de travailleurs sociaux dans à peu près une petite vingtaine de structures. Et on est, il y a un temps plein et demi. Donc, on n'est pas nombreuses, mais on est là. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se présente à chaque nouveau travailleur social qui arrive, qui prend son poste. On va le rencontrer sur son lieu de travail. On se présente, on échange. On fait un point sur les situations et on explique notre fonctionnement et notre cadre d'intervention, ce qui permet en fait de tisser un lien le plus tôt possible pour que le travailleur social, il sache dès le début qu'on est là et que dès le début, il peut nous solliciter et qu'il n'hésite pas. Ça, c'est très important. Et puis du coup, c'est vrai que quand on connaît la personne physiquement, c'est un peu plus simple aussi de nous contacter. Après, sinon, la majorité du temps, les gens nous appellent ou nous envoient des mails. Et voilà. Et quand on peut et quand la situation est vraiment très complexe, on se déplace. Mais malheureusement, on n'est pas assez nombreuses pour le faire en permanence. Au niveau des besoins, c'est très, très large parce que le droit des étrangers, c'est une matière qui est très complexe, qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de réformes. Et donc, même pour nous, juristes, c'est compliqué parfois de suivre et de se dire: «Ah d'accord, ça c'était avant, maintenant ça a changé» et c'est une matière qui dépend aussi beaucoup des pratiques préfectorales. Donc il y a la loi et puis il y a l'application de la loi par les préfectures. Du coup, les travailleurs sociaux, souvent ils sont un peu perdus et ce qu'on comprend tout à fait. Donc il y a après ça dépend aussi des travailleurs sociaux, mais d'une manière générale, on explique les procédures, on explique le contexte, on explique les critères. Auprès du travailleur social et auprès de la personne. On fait de l'accompagnement pour la préparation des dossiers. On part à la pêche, à la pêche. On essaye de rechercher toutes les pièces. Donc, quand c'est des dossiers pour 10 ans de présence, on élabore des stratégies quand la personne n'a pas grand-chose pour se dire où est-ce qu'on pourrait trouver des pièces de preuve de présence. On fait des accompagnements en préfecture aussi. Pas tout le temps parce que, encore une fois, on n'est pas assez nombreuses. Mais quand on identifie un point qui pourrait bloquer, par exemple, quelqu'un qui n'a pas son passeport et qu'on sait qu'il y a des chances que l'agent au guichet bloque, bon, on se dit qu'on y va pour pousser un peu le dossier. Et puis, on est là aussi pour réagir quand il y a des mesures d'éloignement. Et puis, on accompagne aussi sur l'asile, donc tant sur l'asile en France que sur les personnes qui sont dublinées. On élabore ensemble des stratégies juridiques pour essayer de passer à travers les mailles de Dublin. Du coup, moi, je suis là depuis le début de la mission JAD et c'est vrai que maintenant, ça me paraît tomber sous le sens qu'il faudrait que chaque personne puisse être accompagnée par un juriste parce que je trouve qu'il y a une réelle plus-value parce que déjà, on décharge le travailleur social d'une partie de son accompagnement et puis je pense qu'il se sent moins seul et il se sent accompagné un peu dans les démarches, surtout quand ça bloque, qu'on connaît la loi. Et donc, on connaît la loi, on connaît les pratiques, on sait quand c'est illégal et on sait où pousser, comment essayer de préparer un dossier en précontentieux en se disant ça va bloquer, on va préparer un peu des justificatifs. Et puis, si ça bloque toujours, on va au contentieux. Et parfois, on perd, parfois, on gagne. Et ça fait du bien quand on gagne. Et ça, je pense que ça n'arrive. Enfin, les travailleurs sociaux ne vont pas s'engager dans de telles démarches si on n'était pas là. Et puis, on permet aussi de faire le relais avec les avocats et je pense de faciliter le travail de l'avocat quand il intervient au contentieux, quand on a suivi le dossier depuis le début. Tout est bien classé, tout est bien organisé. Quand on sait qu'il va y avoir certaines choses à justifier, on aura bien fait attention d'envoyer des courriers à la préfecture pour bien tout acter, pour avoir le maximum de preuves possibles. Et donc ça aussi, c'est un gros travail et je pense que c'est une plus-value d'avoir les juristes. Et voilà. Et encore une fois aussi, je pense pour le soutien. Pour nous aussi, on est content d'avoir le travailleur social avec nous. Et je pense que le travailleur social est aussi content de nous avoir comme ça. On lutte ensemble. Merci beaucoup, Hélène. Et du coup, la transition, vous l'avez faite avec Hugo. Hugo, tout à l'heure, vous évoquiez une lassitude dans le travail social, de dire, les personnes en situation administrative précaire, on a l'impression qu'il n'y a pas de porte
à ouvrir, un peu une situation de blocage et d'impossibilité à agir qui se présente. Est-ce que, voilà, déjà sur cette situation, voilà, comment est-ce que vous faites quand même pour essayer de trouver des portes? Quels sont aujourd'hui les appuis juridiques dont vous pouvez disposer? Et puis, je vous ai vu beaucoup hocher la tête sur les propos d'Hélène Carré. Et donc, voilà, vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'un juriste apporte ou apporterait dans votre structure, dans le travail social? Et vous avez des réactions aussi vis-à-vis de l'intervention d'Hélène. Oui, merci. Effectivement, voilà, il y a une grande difficulté, comme disait donc Hélène Carré, il y a beaucoup de réformes dans le droit au séjour. Il y a beaucoup de pratiques aussi particulières liées aux préfectures. Il y a aussi beaucoup de choses à connaître par rapport aux situations des personnes qui sont parfois complexes. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, à mon sens, en tout cas, il me manque un petit peu des connaissances. C'est pour ça, d'où l'intérêt, en fait, de travailler à l'ouverture à l'extérieur, en fait, vers d'autres services, notamment juridiques. Là, c'est l'objet de l'étude d'aujourd'hui. C'est vraiment la complémentarité de compétences, quoi. Nous, effectivement, quand je dis nous, donc les travailleurs sociaux, on travaille quand même sur l'inscription de la personne dans l'espace social, jouir des droits, avoir aussi des responsabilités, avoir accès à la citoyenneté. Et effectivement, du coup, le non-séjour, en tout cas le fait de ne pas avoir de titre de séjour ou d'avoir des situations très irrégulières et très précaires par rapport à ça, est en tout cas est dans une impossibilité de faire notre travail comme ça. Donc c'est pour ça que je réagissais beaucoup à ce que disait Hélène Carré, qui était en tout cas sur voilà, sur le côté partenariat, en fait, pour vraiment permettre aux personnes d'avoir voilà, le complément de leur situation. Voilà. Donc nous, on fait beaucoup appel effectivement à des juristes ou à des bénévoles, en tout cas, qui agissent dans des associations d'aide juridique, en tout cas. Pour citer des exemples, nous, on travaille beaucoup, en tout cas, avec les PAD, donc les points d'accès au droit, qui sont des dispositifs en fait, de la mairie, où il y a des permanences juridiques qui sont là. Et effectivement, comme nous l'a rappelé aussi beaucoup Cyril dans sa présentation de l'étude, moi, je vous avouerai que ça m'aide beaucoup aussi à acquérir ces connaissances-là aussi, en termes de pratique, mais aussi en termes juridiques, hein, vraiment pur et dur. Quand est-ce qu'on peut demander un titre de séjour? Quand est-ce qu'on ne peut pas le demander aussi? Sur quel motif, voilà, dans quelle situation on peut le faire. Et c'est vrai que nous, ça nous aide beaucoup, en tout cas, ces compléments juridiques pour la personne. On travaille aussi pas mal avec des associations qui agissent auprès de personnes irrégulières ou en tout cas en difficulté de séjour, donc notamment la CIMAD et la COMED, beaucoup. Donc là, qui font des permanences aussi juridiques, donc soit la personne y va toute seule, soit on l'accompagne. Ça va dépendre aussi de son niveau de compréhension et puis de ses capacités, en tout cas, à pouvoir faire ces démarches-là. Mais en tout cas, tous ces relais, on va dire, nous aident énormément dans les situations pour comprendre aussi déjà dans quelle situation est la personne, mais aussi pour la personne elle-même, pour aussi qu'elle sache vers quoi aller, en fait. Voilà, et donc du coup, c'est pour ça que ce que disait Hélène Carré me faisait beaucoup écho sur ce côté complémentarité quoi, entre travail social et appui juridique, et comment du coup articuler ça pour vraiment la personne finalement. Merci beaucoup, Hugo, pour ce panorama. Et donc, on voit déjà une autre modalité d'intervention là, juridique. Elle n'affecte pas forcément des juristes en interne, mais voilà, comment on essaie de travailler avec les ressources qui existent. Et dans les ressources qui existent, il y a des avocats. Donc, je vais laisser la parole à Maître Nicolas de Saint-Palix. En tant qu'avocat, dans quelle situation vous intervenez auprès des personnes en situation de précarité administrative? Est-ce que vous intervenez en précarité sociale parfois? Et pour vous, quelle différence il peut y avoir entre un avocat et un juriste salarié ou bénévole? On l'a vu notamment dans l'étude, ce qui ressort des entretiens avec les travailleurs sociaux, c'est que souvent juristes-avocats, pour les accompagnants sociaux, c'est un peu dans la même catégorie. On a les juristes avocats d'un côté, et donc je voulais savoir voilà,
pour vous, c'est quoi les spécificités de l'avocat? Et est-ce que vous observez des spécificités dans votre travail sur l'accompagnement juridique du fait de la situation de précarité également sociale des personnes, puisqu'aujourd'hui, on parle quand même de personnes qui cumulent une double précarité administrative et sociale, ce qui crée des situations particulières, comme l'a bien montré Cyril. Alors, notamment, de manière générale, lorsque je suis contacté notamment par des travailleurs sociaux, des structures d'accueil, en tout cas pour la première fois, quand ils nous contactent pour la première fois, c'est généralement quand il y a une décision administrative qui est prise et qu'il faut aller au contentieux. Il y a un refus de titre de séjour, ou alors il y a eu un contrôle d'identité, une obligation de quitter le territoire français. De manière générale, quand c'est un premier contact, c'est pour une décision. Après, lorsqu'il y a un lien notamment d'habitude qui se crée avec la structure, ou lorsque notamment il y a un lien spécifique qui se crée avec le travailleur social, ça arrive qu'on soit contacté pour, par exemple, des questions, c'est possible de demander tel type de séjour, quel document il faut, qu'est-ce que vous en pensez. On va plus nous contacter en fait en amont avant la demande pour essayer d'estimer le pourcentage de chance, si je puis dire, que la préfecture donne une suite favorable. Mais ça reste en tout cas le contact par les structures d'accueil, c'est généralement au stade pour intervenir au contentieux. Après, je dirais la spécificité en tant qu'avocat, pour faire la différence avec notamment l'aide apportée par les juristes, je dirais peut-être que nous, on peut apporter selon les juridictions, parce qu'il y a des jurisprudences plus, je pense qu'il y a une manière aussi d'aborder les situations par les juridictions qui changent, des arguments qui fonctionnent davantage dans une juridiction que dans une autre. On peut avoir, les juristes l'ont aussi parfois également, c'est pas exclusif en tant qu'avocat, mais généralement, on a l'habitude de l'audience, aussi parfois, on a l'habitude de rencontrer des juges, on sait quel argument fonctionne, on sait quel argument juridique va, à partir d'un moment, ne plus fonctionner. On peut essayer justement, par cette connaissance de la jurisprudence, orienter dès le début le dossier de manière à ce qu'on puisse invoquer cet argument si jamais ça ne fonctionne pas au stade de la préfecture et qu'on doit aller au contentieux. Après, je me retrouve aussi énormément dans ce qu'elle a énoncé Hélène Carr, c'est-à-dire le besoin de chercher les documents, le besoin d'essayer de trouver le maximum de preuves de présence. C'est aussi un travail qui nous arrive de faire en tant qu'avocat. Donc ça, dans ce qu'elle a énoncé, je me retrouve aussi énormément. Après, dans ce type de situation, déjà aussi, c'est parfois la difficulté du suivi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes en situation de précarité qui n'ont pas un suivi stable, il y a un travailleur social qui les suit de manière générale, qui passe par les associations. C'est-à-dire qu'une fois, on va être appelé par la CIMAD, 3 semaines après, on va être appelé par notamment un bénévole de la Croix-Rouge. Enfin, il y a parfois une difficulté de suivi où on ne sait pas forcément ce que le travailleur social sait, on ne sait pas notamment quelles sont ses compétences, on ne sait pas s'il y a un dossier chez eux. Enfin, voilà, on a du mal un petit peu à avoir un suivi régulier, un interlocuteur fixe, ce qui aide généralement nous pour ensuite faire le travail. Il y a aussi une autre difficulté parfois qui va venir au fait qu'on reste tenu en tant qu'avocat au secret professionnel. C'est-à-dire que notamment quand les personnes ne parlent pas français, évidemment, nous passons par nous parlons avec le juriste qui suit le dossier, avec le travailleur social, mais parce que on n'a pas le choix, c'est-à-dire que la personne ne parle pas français, il nous faut quelqu'un pour accompagner, pour apporter la meilleure aide possible. Mais il y a des fois, selon les dossiers, où on a des informations que le demandeur ou la demanderesse va transmettre uniquement à nous. Et par exemple, dans les cas de maladie, ça peut arriver que la personne nous parle que de sa maladie, qu'elle ne veut pas énoncer à d'autres personnes. On va énoncer au travailleur social notamment qu'il faut faire aussi une demande de titre de séjour maladie, ou un complément de dossier maladie. On va nous demander mais sur quel fondement, pourquoi. On va dire je n'ai pas le droit de vous le dire, et parfois ça peut tendre les relations, puisque le travailleur social est investi dans la relation avec la personne, enfin il est pleinement investi, il ne va pas forcément comprendre pourquoi nous, en tant qu'avocats, on est détenteur d'une information que lui ne connaît pas. Et en fait, c'est qu'on ne veut pas la transmettre, on ne veut pas au moment où la personne qu'on assiste ne veut pas qu'on transmette cette information à quelqu'un d'autre. Et je dirais une dernière difficulté aussi, c'est que notamment dans l'accompagnement des personnes qui veulent solliciter de séjour, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'aide juridictionnelle pour cet accompagnement. C'est-à-dire que l'aide juridictionnelle n'intervient qu'à partir du moment où il faut aller devant une juridiction. Et qu'on peut faire
du bénévolat, on peut faire du pro bono, comme on dit, mais on ne peut pas non plus faire tourner notre cabinet qu'avec ce mode de fonctionnement. Et c'est pour ça, et là je vais l'indiquer, c'est que notamment le barreau de Paris, avec un fonds propre qui est Barreau Solidarité, organise des permanences spécifiques droit des étrangers, droit d'asile, avec notamment le bus de la solidarité, tous les vendredis après-midi de 14h à 17h pour justement permettre aux personnes qui veulent déposer une demande de titre de séjour d'avoir une expertise juridique d'un avocat, un premier avis, justement sur la possibilité de demander un titre de séjour, sachant que ces personnes qui vont voir un avocat de manière anonyme peuvent solliciter un droit de suite, c'est-à-dire vont écrire en demandant je voudrais demander si cet avocat accepte de continuer à suivre mon dossier, et la demande est transmise, et ensuite, si c'est accepté, l'avocat va se charger voilà, de continuer cette expertise juridique. Mais voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à y aller, ça a été mis en place des permanences spécifiques pour ces personnes qui sont dans une situation où elles ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin d'informations, et il ne faut vraiment pas hésiter à aller à ces permanences. Je crois que nous avons eu un problème de connexion de maître Nicolas de Sapalix, mais au ton de la voix, je crois que nous étions sur une fin de phrase pour indiquer qu'il ne fallait pas hésiter pour l'information des personnes à se rendre aux permanences des avocats du bureau de Paris. Alors, nous verrons tout à l'heure, j'espère que nous retrouverons maître Nicolas de Sapalix, mais étant donné qu'il me semble qu'il était sur la fin, je vais me permettre de poursuivre un peu ces échanges. Et donc, notamment, là, on a vu entre juristes, travailleurs sociaux, avocats, des rôles, des missions, des contraintes également qui sont différentes dans l'accompagnement des personnes, l'obligation de secret professionnel des avocats, les questions aussi économiques et financières, des modèles développés. On a aussi quelques questions alors qui commencent à se poser, ne vous inquiétez pas, je les ai bien en tête et on les posera. Et notamment, il y avait une question de Nathalie Codico que je vais remettre ici je vais remettre un peu ici dans la discussion puisque Nathalie souhaitait avoir un peu des précisions sur les blocages et les difficultés en préfecture, et je pense que ça va nous amener du coup à ma question à Hugo. Donc, c'est de savoir à quel moment on a vu qu'il y a différents moments pour solliciter l'accompagnement juridique. Vous avez dit que vous allez vers l'EHPAD généralement. À quel moment vous faites appui à un outil juridique? Qu'est-ce que vous apporterait le fait d'avoir des interlocuteurs dédiés? Et puis, je vous invite à répondre aussi à cette question. Aujourd'hui, vous, en tant que travailleur social, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez peut-être avec les préfectures? Et est-ce que vous avez du coup des exemples d'articulation peut-être avec d'autres interlocuteurs ou des besoins relatifs à ces difficultés avec les préfectures? Et puis après, on laissera un peu tout le monde répondre sur un peu les spécificités légales, mais déjà peut-être vous en tant que travailleur social, c'est quoi vos difficultés de ce point de vue-là? Alors, donc nous déjà, quand est-ce qu'on fait appel à des permanences juridiques ou en tout cas un accompagnement juridique? C'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est par rapport à nos connaissances et à nos compétences, en fait, ou de par l'expérience. Alors, nous, on n'a pas du tout de formation de droit des étrangers, en tout cas, en tant qu'éducateur spécialisé. Après, c'est plutôt l'expérience qui fait que on arrive à avoir un petit peu de connaissances là-dedans. Donc, du coup, quand c'est très généraliste, moi, je peux me permettre, en tout cas, de conseiller un petit peu les personnes, des choses comme ça. Après, dès que ça va un petit peu plus loin, je préfère, en tout cas, je demande à la personne si elle est d'accord pour qu'on puisse voir plutôt un juriste. Alors, notamment parce que je pense que ça me rassure moi aussi en termes de mes connaissances. J'ai pas envie non plus de mettre, enfin, en tout cas, de dire des choses fausses à la personne. Aussi, ce que disait beaucoup Hélène Carré, c'est aussi une question de se sentir moins seul aussi, en fait, mine de rien, dans des choses qui sont quand même très importantes dans la vie de quelqu'un, qui est son droit au séjour ici. Donc, c'est beaucoup des choses comme ça. Aussi, quand on arrive à un accompagnement où la personne se sent prête, en tout cas, à demander un titre de séjour, moi, je pense que c'est bien aussi d'avoir un avis, soit d'un avocat, soit d'un juriste, en tout cas, qui a connaissance de ça, pour, en tout cas, établir sur quoi on peut prétendre aussi, parce qu'il y a beaucoup je ne sais pas comment appeler ça, mais de motifs, en tout cas, au séjour. Des gens qui sont un petit peu malades, mais qui ne le sont pas assez pour avoir un titre de séjour pour soins, des gens qui sont là depuis 5 ans, depuis 10 ans, est-ce que ça suffit seulement pour avoir un titre de séjour? Enfin,
voilà, des choses comme ça. Et puis effectivement, il y a les pratiques des préfectures qui sont un petit peu différentes en fait en fonction des préfectures auxquelles on va s'adresser. Et donc du coup, ça en revient aussi du coup à la deuxième question qui était la difficulté, en tout cas d'aller vers les préfectures. Je vous avouerai qu'en ce moment, c'est extrêmement compliqué d'avoir un rendez-vous pour déjà une première demande de titre de séjour, voire un renouvellement. Moi, je trouve que les renouvellements, c'est un petit peu plus facile, mais les premières demandes, c'est insupportable dans le sens où, en fait, on appelle donc un numéro, ça prend du temps, en fait, avec la personne. Déjà, la personne vient dans notre bureau pour faire cette démarche-là, et souvent, elle n'aboutit pas parce que toutes les lignes sont occupées, ou en tout cas, tous les interlocuteurs sont déjà engagés dans d'autres conversations. Effectivement, il y a l'accès au numérique aussi, parce que maintenant, de plus en plus, on peut prendre des rendez-vous par Internet. Sauf que nous, notre public, il n'est pas du tout, comment dire, en accessibilité par rapport à Internet, déjà en termes techniques, parce que ils n'ont pas les moyens, en tout cas, d'avoir un ordinateur ou des choses comme ça. Même si, hein, bien sûr, il y a quand même des choses qui sont faites par la mairie de Paris, par d'autres instances qui permettent l'accès à l'informatique, mais quand même, ça reste compliqué. Et il y a aussi tout le côté un petit peu rapport aussi à, j'allais dire culturel, mais je suis pas sûr, mais en tout cas sur, je pense, l'habitude, en tout cas, de ne pas utiliser cet outil-là, en fait. Et donc, du coup, aussi, le manque de connaissances et le manque de moyens par rapport à l'outil informatique, en fait. Donc, je vous avouerai que c'est très compliqué hein, de pouvoir accompagner les personnes dans cette démarche-là. Heureusement, là, récemment, j'ai rencontré des juristes qui m'ont parlé, en tout cas, de faire des captures d'écran, par exemple, lorsqu'on ne pouvait pas avoir de rendez-vous, de noter aussi tous les appels qu'on faisait, tout ça, et après, qui pouvaient, en tout cas, astreindre la préfecture à répondre via soit leurs associations, soit directement vers le tribunal administratif, enfin, voilà, des choses qui sont quand même assez lourdes et qui rajoutent, en tout cas, de la complexité déjà à des situations qui sont complexes, en fait. Voilà. Et là, heureusement qu'il y a des juristes hein, qui prennent en charge le problème. Et c'est vrai que moi, j'avais rencontré en tout cas des professionnels qui étaient là pour accompagner les gens aussi plus loin parce qu'ils faisaient aussi ces démarches-là. Et il y avait la démarche d'explication, en tout cas, de comment faire pour avoir un titre de séjour, dans quelle situation est la personne, qu'est-ce qu'on peut prétendre, des choses comme ça. Mais il y a aussi après le suivi derrière qui est si vous n'arrivez pas à accéder à ces administrations, nous, on peut aussi vous accompagner maintenant. Quoi. Et heureusement d'ailleurs, moi par exemple, je n'avais pas du tout connaissance de ça, qu'on pouvait voilà, astreindre le préfet à donner un rendez-vous en tout cas à une personne. Et heureusement qu'on m'a parlé de ça, quoi, en tout cas. Merci. Et effectivement, alors cette question-là, de la prise de rendez-vous en préfecture, on l'abordera également dans la deuxième table ronde avec Manon Maréchal du Secours catholique Caritas France, qui, je pense, fera un point d'actualité sur la mobilisation associative en cours sur ces questions. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que vous dites, nous, le juridique, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est le lien social. C'est une complexité supplémentaire qui est compliquée à assumer également pour nous. Ce n'est pas le métier. Et donc, du coup, ça m'amène à interroger, voilà, Hélène, on a vu les missions générales de la mission JAD, les échanges avec les travailleurs sociaux. Aujourd'hui, à quel moment précisément dans la constitution du dossier vous êtes interrogé par les travailleurs sociaux? Est-ce que c'est toujours au début sur le diagnostic? Est-ce que c'est parfois plus tard? Est-ce que vous êtes sollicité sur ces questions de rendez-vous en préfecture? Et puis, vu que vous êtes juriste, je vais vous interroger un peu sur les questions qui ont été posées sur les pratiques des préfectures. Est-ce que vous pouvez juste peut-être rappeler très rapidement pour les personnes qui ne seraient pas coutumiers du fait du caractère discrétionnaire de certaines demandes de type de séjour ou des pratiques sur les justificatifs, nous rappeler un peu le cadre aussi pour répondre à la question de Nathalie de Codico sur qui demandait qu'est-ce qui justifie les pratiques différentes dans l'application du cadre légal. Et donc, ça me semble intéressant de rappeler aussi, vous en tant que juriste, et puis comment vous l'expliquez aux travailleurs sociaux sur toutes ces questions-là, de la différence entre le cadre légal et son application et à quel niveau il y a du discrétionnaire qui est possible.
Alors donc oui, en effet, donc il y a différents motifs, de demande de titre de séjour et donc il y a des motifs qu'on va dire de plein droit. C'est-à-dire, par exemple, moi je prends le parent d'enfant français, mais c'est de moins en moins vrai, mais légalement, un parent d'enfant français, s'il prouve qu'il est parent d'un enfant français, qu'il s'occupe de son enfant et que l'autre parent s'occupe de son enfant, il a droit à son titre de séjour. S'il remplit les critères, il a droit au titre de séjour, c'est de plein droit. Ensuite, il y a, des motifs qu'on appelle exceptionnels et donc là, c'est tous les motifs, en fait, ils sont illimités, on pourrait dire qu'ils sont illimités et ils ont été précisés dans la circulaire, de 2012, la circulaire Valls notamment et donc c'est les parents d'enfants scolarisés. Donc c'est-à-dire, il est prévu que si une personne, atteste, qu'elle est en France depuis 5 ans et que son enfant a terminé 3 ans de scolarité, elle pourrait avoir un titre de séjour si, le préfet décide qu'il a envie de lui donner un titre de séjour. Donc c'est pas parce qu'il remplit ces critères qu'il aura forcément un titre et après chaque préfecture garde en fait un pouvoir, d'appréciation pour savoir si elle délivre ou pas le titre de séjour. Après moi je travaille principalement avec la préfecture de police de Paris, enfin auprès de la préfecture de police de Paris et je sais qu'à Paris, le parent d'enfant scolarisé, ça marche, du tonnerre. Enfin, c'est vraiment 5 ans de présence, 3 ans de scolarité, même si la personne a 8 ans de présence en France et qu'on présente les 8 ans, à la préfecture, ils nous disent: «Non, non, 5 ans, on prend que les 5 ans parce qu'il faut que les 5 ans» et par contre, à l'inverse, le parent d'enfant français, c'est très compliqué alors que ça devrait être du plein droit. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, il faut faire bien la différence entre le plein droit et l'admission, exceptionnelle. Et du coup, bah, nous, on est sollicités par les en fait, nous, on est vraiment tributaires de la sollicitation des travailleurs sociaux. C'est-à-dire que si un travailleur social ne me contacte pas, je ne suis pas au courant de la situation de la personne. Donc on va être vraiment sollicité à tout moment. Donc ça dépend, du travailleur social. Il y en a certains qui sont plus ou moins à l'aise avec la matière, qui ont plus ou moins d'expérience, en la matière. Donc, il y en a certains qui, dès qu'ils rencontrent une personne pour un nouvel accompagnement, ils vont nous solliciter directement en disant: «J'ai besoin qu'on fasse le point ensemble, qu'on voit quelles sont les pistes de régularisation, ce qui serait possible de mettre en place et de faire» et il y en a d'autres, voilà, qui vont nous solliciter en disant: «Bah, voilà, j'ai monté un dossier, de régularisation pour telle personne. J'aimerais bien juste, voilà, que vous y jetiez un œil, avant qu'on le dépose», donc ça dépend vraiment de chacun et puis comme, voilà, on connaît aussi, hein, tous les travailleurs sociaux, on sait un peu comment ils fonctionnent. Après moi j'essaye, enfin je pousse en fait les travailleurs sociaux à nous solliciter le plus tôt possible dans l'accompagnement parce que parfois, il arrive qu'on soit sollicité une fois qu'il y a une mesure d'éloignement qui a été prise, donc un refus de séjour, notamment avec, obligation de quitter le territoire et on se rend compte que le dossier était pas si bien fait que ça, qu'on aurait pu attendre encore quelques mois pour que, voilà les critères soient vraiment remplis et là, à ce moment-là, on se dit que c'est dommage, parce que du coup, on aurait pu, avoir la délivrance d'un titre peut-être et que du coup, on aurait préféré, voilà, être sollicité en amont pour conseiller et puis pour mieux orienter le dossier. Mais après, voilà, on intervient vraiment à tous les niveaux. On voit ici l'enjeu de l'information des travailleurs sociaux, puis l'enjeu peut-être aussi de réfléchir sur quel protocole, à quel moment solliciter les appuis juridiques, parce qu'en effet, c'est dommage, je n'ai pas, pas d'autre terme, mais pour les personnes, si une sollicitation à un moment différent aurait pu permettre une issue plus favorable à la demande. Et du coup, je vais m'adresser à présent à Maître, et merci beaucoup d'ailleurs pour avoir reprécisé le contexte du plein droit, de l'admission exceptionnelle au séjour, ce qui n'est pas toujours simple à saisir pour des non-juristes et puis qui interroge d'autant plus, et Cyril l'a précisé tout à l'heure, dans un contexte où pour les travailleurs sociaux, généralement, le droit qui est abordé, c'est le droit social. Et sur les droits sociaux, on a des situations qui sont quand même assez clairement définies par la loi. Alors parfois, on a des problèmes, ou par les règlements d'ailleurs, on a parfois des problèmes avec certaines administrations, mais ça se résout par exemple en allant faire un courrier pour rappeler le cadre normatif et rappeler que si la personne a le droit au RSA par exemple, et c'est des choses qu'on arrive à faire avancer. C'est vrai que le droit des étrangers et le pouvoir des préfectures, c'est un peu différent et ce n'est pas toujours simple à saisir pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour ces réponses. Et donc, Maître Nicolas Sabalix, un peu la même question. À quel moment il vous paraît pertinent
pour vous de saisir les avocats. Vous avez évoqué tout à l'heure dans l'intervention tout à l'heure le fait que parfois, il y avait des personnes orientées par les travailleurs sociaux, mais vous n'aviez rien. Pour travailler, c'était compliqué parce que pas de lien, pas d'information, pas de relation. Très concrètement aujourd'hui, parce qu'on a, je pense, dans le public, beaucoup de travailleurs sociaux, qu'est-ce qu'il vous faut, vous, en tant qu'avocat, en respect, bien évidemment, de la protection des données personnelles et en accord avec les personnes, et en accord express des personnes, qu'est-ce qu'il vous faut comme information, quel besoin d'échange vous avez avec les accompagnants sociaux pour pouvoir accompagner au mieux les personnes dans leur accès au droit au séjour? Moi, je conseillerais, si vous avez, notamment ton travailleur social, si vous avez la possibilité de pouvoir échanger avec une juriste comme Hélène Carré, qui connaît très bien le droit des étrangers, qui connaît très bien, notamment, voilà, de ce que je retiens de ces interventions, les pratiques de préfecture de police de Paris, je pense qu'il n'y a pas une nécessité à nous contacter en tant qu'avocat avant qu'une décision défavorable soit prise. Si vous n'avez pas l'accès en tant que travailleur social à une juriste qui connaît le droit étranger, les pratiques de la préfecture le plus tôt possible. Je pense qu'il y a un intérêt à contacter un avocat avant même de commencer à travailler le dossier de demande de titre de séjour. Parce que déjà, selon la situation, selon le temps de présence, selon le nombre d'enfants, la situation de la maladie, on pourra déjà en fait orienter le travailleur social sur le titre de séjour qui peut être sollicité. Et en sachant ça, on pourra faire une liste des documents dont on a besoin. Le plus important en premier lieu, c'est toujours les preuves de présence. Il faut au moins une preuve par trimestre, si possible une preuve par mois. Généralement, les meilleures preuves sont des documents qui proviennent de l'administration, qui prouvent que la personne est sur le territoire français depuis la date qu'elle invoque, depuis la date de son entrée. Parce que si par exemple vous avez 6 mois sans document, là c'est une difficulté et le préfet va ensuite se saisir de ça pour justement dire que la résidence n'a pas été continue sur le territoire français. En plus, on peut aussi orienter sur la possibilité de récupérer des documents. Par exemple, si vous avez un pass Navigo, vous allez notamment à la boutique et vous n'avez pas l'accès en tant que travailleur social à Saint-Lazare, ils peuvent sortir l'historique des déchargements de vos passes, ça peut servir comme une preuve de présence auprès de la préfecture. Et surtout, on peut, si vous nous contactez dès le début, on peut étape par étape vous dire comment préparer la demande de titre de séjour. C'est-à-dire, par exemple, j'ai bien écouté Hugo DS, et notamment, c'est vrai que nous, on est tellement dans cette question des captures d'écran pour avoir un rendez-vous, il n'y a plus de demande de titre de séjour sans prendre des captures d'écran. Non, on a tellement l'impression qu'on ne fait que ça pour les demandes de titre de séjour, tout le monde est au courant. En fait, ce n'est pas le cas. Donc, on peut déjà dire, faites des captures d'écran, comment les faire, comment les juges demandent des captures d'écran pour éviter en fait que qu'on nous contacte au moment où on veut déposer la demande, on dit en fait il va falloir attendre encore 1 mois et demi de capture d'écran, plus après 1 mois et demi de procédure devant le juge administratif, plus le temps que la préfecture respecte son injonction. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte de perdre le moins de temps possible. Et comme on sait qu'il y a énormément de refus guichets, on peut alerter le travailleur social sur les pratiques des préfectures. Comment ménager des preuves si la préfecture refuse d'enregistrer un dossier alors que le dossier il est complet. Parce que, par exemple, un refus, ce qu'on appelle un refus guichet, c'est un agent de la préfecture qui vous dit non, je n'enregistrerai pas la demande de titre de séjour. C'est une décision administrative qu'on peut attaquer devant le tribunal administratif. Mais il faut des preuves. Donc on peut, justement, si on est contacté en amont, on peut en sachant ça, en premier lieu, c'est toujours les preuves tirées à tout ça, ce qui, je pense aussi, peut servir à le rassurer parce qu'il sait ce qui peut arriver et ce qui peut aussi limiter peut-être, je dirais pas l'énervement, mais c'est possible une preuve par mois. De ce que j'ai entendu de l'étude, c'est parfois qu'il y a cette difficulté du demandeur de titre de séjour qui peut en vouloir à ce travailleur social que ça ne fonctionne pas correctement. Et nous contacter dès le début, ça permet d'informer le travailleur social sur toutes les étapes, comment se préparer, prévenir le demandeur ou la demanderesse de titre de séjour et justement, je pense aussi pacifier la relation, éviter que les difficultés administratives retombent justement sur le travailleur social. C'est pour ça qu'il y a cet intérêt de nous contacter le plus rapidement possible, enfin je dirais le plus tôt dans la demande, pour pouvoir préparer au mieux la procédure et faire en sorte que la volonté des préfectures de rallonger les procédures, parce que c'est une volonté des préfectures, notamment en Île-de-France, pourquoi elles rendent les rendez-vous aussi difficiles? C'est pour, en quelque sorte, motiver les personnes étrangères à partir ailleurs, dans des préfectures où il y a moins de demandes. Justement, le but, c'est par cette préparation, par cette synergie, faire en sorte que ça aille le plus vite possible.
Et c'est pour ça aussi, alors, c'est que notamment le barreau solidarité, au-delà des permanences qu'il prévoit le vendredi après-midi, et surtout, on peut, si vous nous contactez dès le début, il prévoit aussi, si notamment des structures d'accueil ou des travailleurs sociaux le demandent, des opérations de sensibilisation, enfin, du moins des sensibilisations, justement, sur les pratiques préfectorales, sur le droit des étrangers, et surtout, on peut, si vous nous contactez dès sur les modalités d'une demande de titre de séjour. Il y a cette possibilité pour les structures, justement, de faire appel au barreau solidarité du barreau de Paris pour avoir l'information générale à destination de l'ensemble des travailleurs sociaux, justement, sur ces thèmes-là, pour que ça fonctionne du mieux possible, malgré les difficultés qui sont mises en place par l'administration. Merci beaucoup. Alors, il y a une question d'Alison Sroda qui fait ses permanences interventions. Alors, si je ne me trompe pas, c'est les permanences organisées dans le cadre du barreau de Paris Solidarité, par le Fonds de solidarité du barreau de Paris, qui sont des permanences gratuites d'accès au droit. Alors, le barreau de Paris a la particularité d'avoir une permanence dédiée à la question du droit des étrangers et du droit d'asile les vendredis après-midi à Port d'Aubervilliers, via le bus de la solidarité du barreau de Paris. Donc, c'est une permanence un peu particulière, mais comme il y a une réponse écrite sur le sujet, l'ensemble des barreaux d'Île-de-France proposent des permanences d'information sur les droits, mais attention, pas forcément aux droits des étrangers. C'est une des missions des barreaux d'organiser l'accès aux droits des personnes, et donc il y a des permanences qui se tiennent dans tous les départements. Si vous voulez par mail, donc vous envoyez les confirmations d'inscription, donc je peux vous envoyer la liste des permanences. Je vois que Théodore Malgrin, donc, qui est coordinateur du Fonds Solidarité du barreau de Paris, vient de renvoyer sur la conversation la liste des permanences du barreau de Paris Solidarité. Et pour les autres départements, vous pouvez nous contacter et je peux vous renvoyer par mail. Nous, on a fait le travail de référencement de toutes les permanences des barreaux sur l'ensemble de l'Île-de-France. Mais attention, on le précise toujours, il y a certaines permanences qui ne sont pas en droit des étrangers. Et puis un avocat en droit de la famille, là on l'a vu, c'est très complexe le droit des étrangers. Un avocat en droit de la famille qui est spécialisé pour donner de l'information aux personnes qui veulent divorcer lors des permanences d'accès au droit du barreau, il ne pourra pas répondre aux questions spécifiques de droit des étrangers. C'est important de l'avoir en tête. On a du coup aussi d'autres questions qui sont arrivées, donc je vais les poser un peu selon les intervenants et selon les questions. On a déjà une question que je pense à laquelle vous pouvez tous répondre, ou si quelqu'un veut plus répondre, mais sur la question du défenseur des droits, quelle connaissance et recours au défenseur des droits. Je pense que c'était notamment vis-à-vis des difficultés qu'on peut rencontrer d'accès aux préfectures. Alors, je me sens qu'il y a eu plusieurs décisions déjà ou actions, notamment des médiateurs du défenseur des droits sur ces questions. Peut-être déjà, Hugo, vous, en tant que travailleur social, est-ce que vous faites recours au défenseur des droits dans ces blocages? Est-ce que, ou à la défenseur des droits, maintenant on va féminiser, à la défenseur des droits lorsque vous rencontrez ces blocages-là, est-ce que vous avez des retours? Comment ça fonctionne? Et puis peut-être Hélène Carré également, comment vous travaillez avec la défenseur des droits et ses services au niveau parisien, puis Maître Nicolas de Saint-Alix aussi, si vous avez un retour, mais j'imaginais que la question s'adressait plutôt à Hélène et Hugo. Oui, merci de me donner la parole. Alors, moi, pour le défenseur des droits, je vous avouerai que je ne fais pas beaucoup appel à ce genre de pratique, en fait. J'ai beaucoup plus accès, du coup, aux permanents juridiques et aux avocats, en fait, parce qu'il y a des résidents, en tout cas, qui ont des avocats aussi liés à leur demande de titre de séjour. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus eux, à mon sens, en tout cas de ce que j'ai vu, hein, bien sûr, qui font appel aux défenseurs des droits. Moi, j'ai pas eu, en tout cas récemment, avoir besoin de faire cet appel-là. Donc, je vais plutôt laisser répondre, en tout cas, les collègues de la table ronde. Je pense qu'ils ont peut-être plus d'informations. Du coup, Hélène. Alors, donc nous, oui, on contacte assez régulièrement, même très régulièrement, le défenseur des droits, notamment pour la difficulté de prise de rendez-vous en préfecture et aussi pour la non-remise de récépissé au dépôt d'un dossier de titre de séjour. Après,
on a l'impression d'une manière générale que voilà, on n'a pas énormément de retours, enfin que ça n'a pas forcément d'influence sur les pratiques de la préfecture. Pour ce qui est de la remise du récépissé, on ne sait pas trop parce qu'en fait, on contacte en parallèle le défenseur des droits et la préfecture et il arrive que plusieurs mois après, il y ait remise d'un récépissé. Donc, on ne sait pas si c'est dû à une action du défenseur des droits ou juste parce que la préfecture a pris notre demande en compte, a peut-être étudié un peu le dossier et s'est dit qu'ils allaient respecter la loi. Voilà, ça je ne sais pas trop. Et puis j'ai été en contact avec un juriste du défenseur des droits qui lui-même me disait que voilà, ils étaient face à certaines pratiques un peu démunies, qui se rendaient bien compte que voilà, eux ils faisaient des rappels à la loi et que ça n'avait pas forcément d'impact sur les pratiques. Donc, on le fait parce que c'est important. Enfin, moi, je pense que c'est important de le faire et que eux, en plus, ensuite, ça leur fait aussi des données et puis ils peuvent faire peut-être des statistiques sur les thématiques de saisine et le nombre de saisines, mais on ne se dit pas que ça va tout changer. Merci. Alors, je ne sais pas si Maître Nicolas de Saint-Valix voulait ajouter quelque chose sur le défenseur des droits. Juste très rapidement, alors moi je ne le saisis pas de manière générale, je le saisis, si ça m'arrive, c'est sur des cas très particuliers, parce que je sais que notamment une saisine du défenseur des droits, parfois il y a des sujets vraiment, des situations vraiment spécifiques qui demandent la saisine, parce que sur le plan contentieux aussi, ça va nous aider par la suite. Et moi j'incite vraiment au maximum, même si c'est des saisines courtes, à le faire, parce que plus il y aura des saisines sur un même sujet, plus ça va être un sujet d'importance et on a des chances qu'il y ait une décision du défenseur des droits. Il faut aussi savoir que le défenseur des droits peut faire des interventions volontaires et que c'est notamment suite au nombre de remontées qu'il va y avoir ce choix d'intervenir sur un domaine spécifique. Merci. Et donc, peut-être pour préciser, pour les saisines du défenseur des droits, si certains et certaines se posent la question de comment on fait, il y a une possibilité, alors il y a plusieurs possibilités de saisine du défenseur des droits, mais il y a notamment une possibilité de saisine simplifiée. Il y a le site du défenseur des droits. Alors, je réponds en même temps à la question de Delphine Solaire, est-ce qu'il existe des défenseurs des droits dans chaque département? Alors, l'institution du défenseur des droits, de la défenseur des droits, c'est une institution nationale et dans chaque département, il y a des délégués de la défenseur des droits qui sont présents, qui ont un rôle notamment de médiation avec l'administration, mais aussi de saisine des services de la défenseur des droits qui sont plutôt au niveau national. Et donc, vous pouvez saisir dans chaque département où que vous soyez sur le territoire français en entier. Vous pouvez aller sur le site du défenseur des droits. Donc, on va le remettre dans le chat peut-être de la conversation. L'adresse du défenseur des droits, vous avez une page saisine. Et là, chaque personne, individuellement, peut faire une saisine pour faire remonter une atteinte à ses droits, quelque chose qu'elle considère de discriminant ou de ne respectant pas ses droits. Et les délégués du défenseur des droits en département peuvent décider de répondre, d'essayer d'orienter la personne, de faire une médiation avec l'administration ou de faire remonter au niveau national des services de la défenseur des droits les questions pour qu'il y ait une décision de la défenseur des droits, ce qu'on appelle parfois des décisions cadres, qui peuvent aussi se faire, comme le rappelait Maître Nicolas de Saint-Valix, suite à ces remontées globales. Voilà. Après, le défenseur des droits, c'est une institution qui n'a pas de pouvoir contraignant et coercitif sur les administrations, sur les préfectures. Donc, les décisions du défenseur des droits, parfois on les cite, nous, par exemple, dans les outils de la fédération, elles sont utiles dans la négociation avec les préfectures pour essayer de faire valoir les droits des personnes, mais elles ne sont pas coercitives. Nous, à titre d'exemple, je ne citerai pas quel département, mais on a déjà dans un rendez-vous il y a quelques années maintenant, mais sur l'admission exceptionnelle au séjour et la prise de rendez-vous et l'obtention de rendez-vous pour déposer des demandes d'admission exceptionnelle au séjour, on a déjà les responsables du service droit des étrangers d'une préfecture francilienne qui nous ont dit que c'est très bien, il y avait une décision du défenseur des droits, mais bon, ça ne les contraignait pas et qu'ils n'avaient pas l'intention de changer leur pratique. Mais en tout cas, c'est pour la réponse, c'est dans tous les départements. Et donc, si quelqu'un, ou sinon je le ferai après, peut reposter dans le chat l'adresse du défenseur des droits et la page des saisines en ligne, n'hésitez pas. Et maintenant, il y a également une nouvelle plateforme du défenseur des droits qui a été déployée, qui concerne les saisines sur les questions de discrimination et qui a vocation à faire remonter de manière simplifiée et sans forcément avoir à prouver d'échanges écrits avec l'administration
toutes les questions de discrimination. Et puis, on pourra vous envoyer également, à la fin de la table ronde, je le note, pour les questions de rendez-vous en préfecture. Alors, il y a une note qui avait été faite par la CIMAD en 2019, mais qui est toujours valable sur comment on saisit le défenseur des droits, comment on prend des captures d'écran. Si certains et certaines d'entre vous souhaitent le faire avec les personnes, même si on se rend compte que, comme le rappelait Hugo, ça peut être beaucoup de complexité pour des travailleurs sociaux d'aller jusqu'ici et d'aller au contentieux prendre des captures d'écran pour des rendez-vous, c'est difficile. Et comme l'a rappelé Arthur Hanan en ouverture, c'est un sujet sur lequel on a également nous interpellé en tant que fédération. Alors, il nous reste quelques minutes pour répondre aux dernières questions. Alors, il y a une question un peu globale que je vais faire les questions en fusionné du coup. Il y a une question un peu globale sur la question du plaidoyer, alors qui a été posée tout à l'heure, notamment, alors c'était à la destination d'Hélène Carré. Est-ce que vous faites du plaidoyer à la mission JAD et donc l'élargir au SAMU social de Paris? Il y a un plaidoyer sur la question du SAMU social de Paris. Et en même temps, une question de Katia Ben Mansour qui était savoir si vous êtes amené à aller au-delà du droit des étrangers dans vos missions en tant que juriste au SAMU social de Paris, notamment la question de régler en amont de certaines régularisations, certaines questions juridiques comme l'état civil, l'AME, le droit de la famille. Peut-être c'est une question également qu'on peut poser à Maître Nicolas de Saint-Palix, à qui je vais poser également la question qui se pose, à qui je vais poser également la question du plaidoyer, puisque Maître Nicolas de Saint-Palix est également président du syndicat des avocats de France, du SAF, et que je sais que le SAF participe, tout comme le barreau de Paris Solidarité, à des actions sur certaines questions de plaidoyer. Et donc, il y avait Alison qui redemandait, mais on avait déjà répondu par écrit, si c'était possible de saisir la mission JAD sans aide du SAMU social de Paris, non, puisque c'est une mission qui existe en interne du SAMU social. Voilà, donc tout d'abord, Hélène, sur le plaidoyer et sur est-ce que vous allez au-delà du droit des étrangers? Alors, sur le plaidoyer, non, on ne fait pas de plaidoyer sur la thématique du droit des étrangers. La première raison, c'est qu'en fait, on a trop de... Enfin, on n'est pas assez nombreuses pour le faire. On est déjà bien assez occupé avec l'aide à tous les travailleurs sociaux. Après, on suit de près tout ce qui se passe, mais voilà, on n'en fait pas nous-mêmes. Et donc, sur les autres thématiques hors droit des étrangers, on en fait, on est sollicité dessus. On en fait un peu, de droit de la famille, on en fait un peu. Après, c'est vrai que ce n'est pas notre corps de métier, donc on n'est pas forcément très à l'aise avec toutes les procédures. Donc, si on voit que ça devient un peu complexe, on essaye de renvoyer vers des associations qui sont spécialisées sur ce type de thématique. Et sur les droits sociaux aussi, on est aussi sollicité. Et honnêtement, je trouve que c'est une matière qui est très, très compliquée. Moi, plein de choses que j'ai du mal à comprendre. Donc, du coup, on essaye de creuser. Et si on voit qu'on n'est pas sûr de notre réponse, on préfère, pareil, réorienter. En fait, comme moi, je sais que j'aime bien qu'on me sollicite en droit des étrangers parce que c'est ma spécialité. Du coup, je me dis, pareil, je ne vais pas donner des conseils sur des sujets dans lesquels je ne suis pas très à l'aise pour donner des mauvais conseils et pour mettre la personne en difficulté. Voilà, je préfère renvoyer vers des personnes, des structures de confiance et où je sais que la personne trouvera la réponse adéquate. Merci. Maître Nicolas de Saint-Palix sur ces questions. Alors, sur la question des plaidoyers, alors, je suis président de la section SAF, pas du SAF national. Mais bon, ça, c'est juste pour, voilà, la vraie présidente ne vient pas me dire que je me suis dit président. Mais notamment sur la question des plaidoyers, notamment, oui, on intervient, beaucoup d'avocats qui interviennent en droit des étrangers interviennent sur d'autres plans et notamment le SAF, en organisant des actions pour dénoncer justement ces difficultés pour les personnes étrangères à avoir des titres de séjour. Il y a régulièrement des opérations de ce qu'on appelle de référé mesure utile massive, c'est-à-dire que le référé mesure utile, c'est la voie par laquelle on demande au tribunal de forcer la préfecture à donner un rendez-vous. Et pour faire comprendre
au juge administratif qu'on en a marre, eh bien, on se coordonne et on dépose toutes les demandes le même jour. Je crois que la dernière fois, il y a eu 120 ou 130 référés mesures utiles déposés le même jour, ce qui ne plaît pas au juge administratif. C'est évidemment le juge de permanence, il doit 130 dossiers arriver, mais c'est notre manière de dire que vous, en tant que juge, vous savez qu'il n'y a pas de rendez-vous. Vous savez que c'est fait exprès pour que les personnes ne puissent pas avoir un rendez-vous et déposer une demande de titre de séjour. Donc, condamner la préfecture à payer 3 000 € de frais répétibles, de frais de justice, et vous verrez que leur pratique va rapidement évoluer. Alors qu'au contraire, ils rendent les conditions de plus en plus difficiles. Au début, c'était les captures d'écran. Et maintenant, il faut des captures d'écran, il faut mettre le nom et le prénom dans la barre de recherche pour prouver que c'est bien la personne qui l'a faite et que ce n'est pas une réutilisation d'anciennes captures d'écran. Donc voilà, c'est une manière d'intervenir. Et je voudrais juste indiquer que, notamment par rapport à ces difficultés, il y a un rassemblement de, je crois, une trentaine d'associations et syndicats demain à 14 h devant la préfecture de police de Paris pour justement dénoncer la mise en place, de manière générale, des rendez-vous en ligne pour un titre de séjour, et plus spécifiquement à Paris, parce que Paris est longtemps resté la seule préfecture avec des rendez-vous par accueil. Et maintenant, il y a des captures d'écran au centre de réception des étrangers qui ont profité du Covid pour mettre en place et que c'est bien la personne justement ces rendez-vous dématérialisés comme dans l'ensemble de l'Île-de-France. Merci beaucoup. Peut-être je vais laisser le mot de la fin à Hugo. Alors, on a quelques minutes de retard, on est encore bien dans le timing. Voilà, si Hugo, vous, en tant que travailleur social, on a parlé beaucoup là, des questions juridiques liées aux droits des étrangers. Est-ce qu'il y a d'autres questions juridiques sur lesquelles vous avez autant de difficultés ou qui se posent? Ou est-ce que vous avez un commentaire global final que vous souhaitez exprimer? Alors, des autres questions juridiques. Alors, effectivement, nous, on propose un accompagnement global de la personne. Donc, forcément, heureusement que tout le monde n'est pas dans des situations liées au séjour complexes. Il y a d'autres aussi aspects juridiques à travailler. Moi, je pense beaucoup au droit du travail, par exemple. Je sais que le droit du travail, c'est assez compliqué pour beaucoup de personnes, en tout cas qui n'ont pas les mêmes accès que d'autres, en tout cas au marché du travail. D'ailleurs, qui sont liés aussi à des irrégularités de séjour, parce que, à mon sens, bien sûr, ceux qui n'ont pas de papier sont bien sûr dans des difficultés liées au travail qui sont bien plus complexes aussi encore que d'autres. Donc, je pense beaucoup à cette question-là. Moi aussi, de par mon expérience professionnelle, où j'ai beaucoup travaillé aussi avec des femmes victimes de violences, forcément, les questions juridiques aussi liées à des violences intrafamiliales et, à mon sens, nécessitent en tout cas d'être travaillées aussi, bien sûr, avec d'autres intervenants, parce que notamment la police, la gendarmerie, la justice, les juges, les procureurs, les choses comme ça. Voilà. Bien sûr, les avocats aussi, je dois souligner. C'est beaucoup des thèmes, en tout cas, que voilà, je travaille beaucoup avec des personnes dans l'accès au droit, en tout cas. Voilà. Il peut y avoir aussi du droit, je sais qu'il y avait l'aide aux victimes qui peut être pas mal, voilà, parce que c'est un public aussi avec lequel je travaille qui est beaucoup à la rue, qui a beaucoup aussi de soucis liés à la violence, il y a des choses comme ça. Donc, voilà, c'est aussi des droits qui sont, je pense, à promulguer et à travailler. Après, pour le mot de la fin, je sais pas trop quoi vous dire après, parce que on a parlé de beaucoup de choses. Il y avait Hélène Carré qui avait fait aussi une petite aparté sur tout ce qui était les conditions de séjour, en tout cas des personnes qui sont arrivées sur le territoire il y a de nombreuses années. Moi, je vois beaucoup de personnes, en tout cas, qui sont arrivées en France dans les années 70, 80, donc même avant ma naissance, en fait, et qui n'ont toujours pas le droit au séjour, qui commencent à vieillir, qui commencent à être de plus en plus dépendants et qui sont dans des structures qui ne sont pas adaptées à leur situation. Notamment voilà, les centres d'hébergement d'urgence, les CHRS, qui sont alors bien sûr très bien pour beaucoup de personnes, mais en tout cas, dans une précarité telle que la dépendance et le type de séjour, c'est extrêmement compliqué, je vous assure, et je sais que la FAS travaille dessus, mais en tout cas, c'est important pour moi aussi de le redire, parce que ces personnes-là, mine de rien, c'est extrêmement compliqué de les accompagner dans ce qu'ils ont besoin, quoi. Voilà. Et ils ne peuvent pas prétendre à autre chose que des centres d'hébergement, et c'est vraiment dommageable parce qu'ils auraient besoin d'un centre beaucoup plus médicalisé et avec une prise en charge beaucoup plus importante, en fait. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. Et je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci à vous trois. Je vais laisser Cyril annoncer notre prochaine table ronde. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et ces échanges très riches.